Voilà, on va commencer une série, une petite série de vidéos sur les réseaux de ZN. Ce n'est pas vraiment au programme, ni de la grègue interne, ni de l'externe, mais tout de même, des problèmes d'arithmétique nous amènent souvent à étudier des réseaux, et donc c'est bien pour avoir un petit peu de recul vis-à-vis de ça. Par exemple, l'épreuve 2012 d'agrég interne, c'est celle-là qu'on va suivre, mais beaucoup d'épreuves parlent de réseau. L'épreuve 2020 d'agrég externe, même 2019 c'était de l'arithmétique. Il y a un certain nombre d'épreuves en algèbre qui en parlent, et c'est bien d'avoir quelques rudiments. Alors on va regarder ça, on va voir ces rudiments. D'abord, toujours pareil, quand on aborde une nouvelle théorie, on essaye, c'est bien de présenter les résultats, et là je le fais avec un tableau à double entrée, euh, pour comparer les résultats nouveaux, en quelque sorte, qu'il faut digérer, avec des résultats qui sont déjà digérés, mais qui utilisent des hypothèses, bien sûr, plus agréables, que vous avez déjà bien compris. Ceci, et ensuite on verra le pourquoi on fait ça, pourquoi on utilise ces réseaux et comment. Voilà, pour commencer. Et ensuite on attaquera, disons, une façon d'aborder les choses selon la procédure du problème 2012 d'agrég interne. Voilà, alors d'abord on avait des cas espaces vectoriels, et là maintenant on se retrouve à vouloir étudier ce qu'on va appeler des z-espaces vectoriels, c'est-à-dire des espaces vectoriels sur un anneau, mais quand même un anneau assez sympathique qu'on connaît bien, c'est Z. Alors, il se trouve qu'on pourrait l'appeler z-espace vectoriel, mais les propriétés des espaces vectoriels sur Z sont tellement différents des propriétés sur K, c'est-à-dire où K est un corps, que du coup, c'est même pas la peine de se mentir à soi-même, autant lui donner directement un autre nom. C'est pas le même objet. Donc ça s'appelle plus Z espace vectoriel, mais c'est Z module. C'est exactement le même formalisme, sauf que les scalaires, c'est un anneau ici, et c'est l'anneau Z. Alors, l'idéal, ce serait de partir, étant donné qu'on connaissait la théorie des cas espaces vectoriels, ce serait de partir de Z module. C'est pas ce qu'on va faire. On pourrait aussi se limiter à dire, on a une belle théorie des cas espaces vectoriels en dimension finie, avant même que la dimension existe, disons quand il y a une partie génératrice finie, ça correspond au Z module de type fini. Ça aussi c'est pas mal, mais on dira des choses un petit peu à la fin, mais on va pas partir de là, malheureusement, parce que ça c'est quand même un bon terrain de jeu. Non, on va dire, on va partir d'un sous-espace vectoriel de Kn. On connaît les sous-espaces vectoriels de Kn, et ce sont des K-espaces vectoriels de dimension finie. Donc, par analogie, on va regarder les sous-groupes de Zn pour plus. Voilà, c'est ça qu'on va faire. C'est pas terrible, de façon théorique, champ théorique, c'est pas génial. Mais quand même, on va pouvoir dire des choses. Alors là, qu'est-ce qu'on avait? On avait des familles génératrices, d'accord? Bon, d'abord, on avait des combinaisons linéaires, d'accord? Donc on prend des éléments de Kn, et puis on les combine, on fait des combinaisons K linéaires sur le corps K, et bien là pareil, on peut faire des combinaisons Z linéaires, ça c'est bon. On définit des familles génératrices, donc là pareil, famille génératrice grâce aux combinaisons Z linéaires, des familles libres. Si une combinaison Z linéaire est nulle, alors c'est que la combinaison est nulle, c'est que tous les scalaires sont nuls. Donc là, on a les familles libres aussi, et donc on a des bases. Il est important de regarder déjà pour n égale 1, toujours commencer par n égale 1, l'histoire de commencer à se faire une petite intuition, sans bien sentir les interdits de la théorie. Alors, pour n égale 1, les sous-espaces vectoriels de K, ça va être 0 et K. Bon, voilà, c'est ça. On n'a pas le choix, grâce à la théorie de la dimension, on sait que c'est ça. Mais n égale 1, les sous-groupes de Z, plus, on sait qu'ils sont de la forme AZ.
Alors déjà, on voit qu'il y a une grosse différence, parce que là, le théorème de la base incomplète, bah, c'est fichu. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme base de Z? Bah, c'est 1 ou moins 1. Mais 2 n'est pas une base, il engendre que les éléments pairs, d'accord, par exemple. Mais il ne peut pas se compléter en une base. Il est libre, bien sûr, 2 est libre parce qu'il est non nul, mais quand on va le compléter avec un autre élément, il y aura forcément une relation. Hein, si vous le complétez avec 3, bah vous avez que 3 fois 2 moins 2 fois 3 égale 0. Donc vous avez une combinaison qui va faire que jamais vous n'aurez une partie libre à partir du moment où vous aurez plus de 2 éléments. Et la base extraite, pareil, c'est foutu. Hein. Donc il n'y a pas de base incomplète, hein, mais il n'y a pas de base extraite non plus. Parce que vous prenez par exemple 2 et 3. Alors c'est générateur grâce à Bezout. Parce que 2 et 3 sont premiers entre eux. Donc, quand vous allez faire des combinaisons de 2 et de 3, vous allez avoir 1. Et si vous avez 1, vous avez tout le monde. Donc, maintenant, donc ça va être une famille génératrice. Mais, si vous extrayez juste 2 ou juste 3, bah, vous n'aurez jamais une base. Donc, d'une famille génératrice, on ne peut pas en extraire une base, on le voit. Donc maintenant, on commence à voir la prudence et la différence entre ce qui se passe là et ce qui se passe là. Alors maintenant, on va avoir à la fois une notion de dimension. Je vous rappelle qu'ici, cette notion de dimension provenait du lemme d'échange. D'accord ? Et là, il se trouve qu'on va avoir une notion de dimension. C'est-à-dire que deux bases vont avoir le même cardinal dans ce monde-là. Hein. Voilà. Maintenant, il y a le théorème de la base incomplète qui nous assurait l'existence de base. Ben ici, on va aussi avoir l'existence de base sans passer par le théorème de la base incomplète. Maintenant, quand on a des bases, on a besoin d'objets de calcul pour dénombrer toutes ces bases, hein, parce qu'on a besoin d'être souple avec ces bases. Et là, on a les matrices de passage. Les matrices de passage, hein, quand on a fixé une base, les autres sont toutes indexées par GLN de K, donc c'est les matrices de passage. Et comment on détermine GLN de K? Eh bien, GLN de K, ça va être des matrices carrées, NN, grâce à la théorie de la dimension, elles sont carrées, et dont le déterminant est non nul. Ici, on aura aussi des matrices carrées, puisqu'on a une notion de dimension, et ça va être indexé par GLN de Z. Et GLN de Z, ça va être les matrices, donc ça c'est les matrices qui sont à coefficient dans Z, et dont l'inverse est encore à coefficient dans Z. Et ici, pour qu'une matrice soit pour qu'une matrice de Mn de Z soit dans GLN de Z, il suffit que son déterminant soit égal à plus ou moins 1. Donc on voit que l'important, ce n'était pas nul ou non nul, c'était plus d'être inversible ou non inversible. Puisque là, c'est non nul, ça veut dire les inversibles de K, et plus ou moins 1, ça veut dire les inversibles de Z. Voilà. Pour ce qui est du théorème de la base incomplète, on va devoir se satisfaire de quelque chose d'assez modeste, même si après on pourra donner des résultats plus généraux. Si ici x est non nul, bah, il est libre et il se complète en une base, bien sûr, puisqu'il est libre, parce qu'ici on a un théorème de la base incomplète. Mais ici, si x est non nul, bah, il est libre aussi, oui, mais il ne se complète pas forcément en une base. Il se complète en une base si et seulement s'il est non divisible. C'est-à-dire, si on ne peut pas trouver un vecteur y, tel que ky égale x, avec un k non inversible, un k entier non inversible. C'est-à-dire que, voilà, il est un peu minimum hein, sur sa droite, dans le sous-groupe, il est minimum sur sa droite. Un peu comme dans Z, où vous avez 2, bah, il est divisible, bah, 1, lui, il n'est pas divisible, d'accord, et moins 1 n'est pas divisible. Hein. Donc x, pareil, quand vous allez avoir une droite de Zn, bah, vous allez avoir finalement deux éléments qui sont non divisibles. Et c'est eux qui vont pouvoir se compléter en une base, pas les autres. Voilà.
On a des fois besoin de la topologie, et là, quand on est sur R, donc on est en dimension finie, donc on a un théorème qui assure que la boule est compacte, donc on met une norme ici, et là, ben, on a une norme sur Rn, on en déduit une norme, évidemment, hein, sur Zn, et là, ben, la compacité va être plus agréable, encore plus agréable, ça va être une boule finie. On va avoir, les boules sont finies. Hein, donc la compacité devient finie. Maintenant, on va aller voir le pourquoi et le comment assez rapidement, et ensuite on attaquera quelques questions comme ça du problème, pas point par point, mais globalement comme ça, l'histoire de voir comment, lors d'une épreuve écrite, on peut raisonnablement aborder la notion de réseau. Alors, pour le pourquoi, bah, on va dire toujours la même raison, quoi, les systèmes, les équations, quoi, hein. Donc les systèmes linéaires. Donc par exemple ce système-là, voilà un système où on cherche x, y, z entier, hein, dans z. Donc effectivement, ça va pouvoir, ça va former un sous-groupe de Z3, hein, parce qu'on a un morphisme phi de Z3 dans Z2 qui a x, y, z donne ce couple-là, hein, d'accord, bon, j'ai pris des choses linéaires, donc phi est linéaire, et ça c'est le noyau, hein, de phi qui va être un sous-groupe de Z3, et on a besoin de présenter ce noyau avec des bases. Voilà, et c'est la meilleure présentation qu'on peut avoir de l'ensemble des solutions qui va être un réseau. Des équations de congruence. Là par exemple, y moins x est congru à 0 modulo 3, d'accord. Alors comment ça s'écrit? Ben, ça peut s'écrire encore avec un système, hein, d'accord. Vous avez x égale x et y égale x plus 3t, avec t, bon x est dans z évidemment, et t est dans z aussi. Donc ça nous fait xy égale x fois 1, 1 plus t fois 0,3. Donc ici, on a une base, ici, 1, 1 et 0,3. D'accord ? Donc on peut se demander comment, en général, est-ce qu'on pouvait prévoir qu'il y avait une base, quelles sont toutes les bases possibles, etc. Voilà, donc en général, si on doit le regarder avec des morphismes, ça veut dire qu'on a de Z2 dans Z sur 3Z cette fois-ci, hein, un morphisme phi qui a XY associe Y moins X. Modulo 3. Non. Et on cherche le noyau de phi qui va être encore un réseau, c'est-à-dire un sous-groupe de Z2. Voilà, donc on veut des bases, tout ça. Maintenant le comment. Alors le comment, ben, on va se battre de tous les côtés. D'abord, si on doit rester dans Z, alors Z, ben, il a quand même des atouts, hein, il est principal, et on a Bezout, il faut toujours avoir ça en tête. Et puis on peut quotienter, parce qu'on a Z sur PZ qui est un corps quand même si P est premier, et donc on tombe sur la théorie des corps. Donc ça peut aider pas mal. Ensuite, ben, Q qui est proche de Z, hein, probablement le corps le plus proche de Z par injection. Hein. Donc, ben oui, on se servira par exemple souvent de cette technique. Si X appartient à Qn, alors on peut multiplier X par un K assez grand dans Z, tel que Kx est dans Zn. Donc ça nous permet un passage de Qn à Zn et d'utiliser les propriétés de Qn ici. D'accord ? Voilà. Maintenant, si Q est proche de Z, au niveau topologique, parce qu'on se servait pas mal de la topologie de R, là on ne va pas avoir grand-chose sur Q, parce que Q n'a pas des grands atouts topologiques. En revanche, R en a. Et en fait, bon, on ne va pas en tirer grand-chose, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que on va travailler sur Rn, et sur Rn, toutes les normes sont équivalentes, ça c'est quand même une bonne chose. Donc, les normes qu'on va récupérer sur Z vont être équivalentes aussi. Et les boules qu'elles définissent, on va avoir ici des boules qui sont compactes, mais maintenant elles sont compactes, mais Z a le bon goût d'être discret, hein, et Zn, hein, donc toute partie de Zn va être discrète. Et quand on prend un compact qui est discret, si vous regardez bien, en choisissant, en regardant bien la propriété de Borel-Lebesgue, hein, qui dit que de tout recouvrement d'ouvert, on peut en extraire un recouvrement fini. Et comme c'est discret, on peut prendre un recouvrement d'ouvert où chaque ouvert est en bijection avec l'ensemble des points
que ça recouvre, eh ben, vous voyez bien que ça veut dire que l'ensemble est fini. Donc, compact et discret implique fini. Et là, ça va être intéressant parce qu'on va avoir des boules qui sont finies. C'est encore mieux que des boules compactes. Voilà, hein, toute l'histoire. Alors, pour montrer qu'il y a une vraie histoire de dimension, en attendant de montrer l'existence même de base, on va se situer dans Zn et on va choisir une base. Alors a priori, je vais faire le candide, je vais prendre une base de cardinal K. Et il se trouve, alors base, hein, ça veut dire que pour tout x dans Zn, x se décompose de façon unique, hein, en somme de xi, ei, d'accord, i de 1 à k, avec les xi bien sûr dans Z. Alors, bon, par exemple, hein, vous allez avoir la base canonique de Zn, hein, que je vais appeler par la suite toujours BI, hein, I de 1 à n, c'est une base, c'est la base canonique de Zn. Alors, montrer que toute base de Zn est de cardinal n. Voilà, pour commencer. Alors bien sûr, on ne part pas de rien, on a la théorie des espaces vectoriels qui peut nous aider. Ok, on est reparti, on va montrer que E ici est une Q-base de Qn. Pourquoi on va faire ça? Ben voilà, hein, parce que on n'est pas dans les espaces vectoriels, hein, puisqu'on a on a des Z-modules en quelque sorte, des réseaux, mais on n'est pas loin d'avoir des espaces vectoriels. Z est assez proche de Q. Et là, dans Qn, il est tentant d'y aller pour appliquer cette propriété que de base on a une cardinale quand on est dans Q. Donc il suffit de montrer que ceci, E, qui est une base de Zn, donc qui est dans Zn, et donc qui est dans Qn, puisque Zn est inclus dans Qn, est une base de Qn. C'est-à-dire qu'elle est libre et génératrice. Voilà. Libre. Ça veut dire que si la somme, si on a une combinaison linéaire, mais attention, les xi sont dans Q, xi, somme de xi, ei égale 0, alors il faut montrer que les xi sont tous nuls. Mais maintenant, je vais me ramener à quelque chose sur z. Comment je vais me ramener sur z? En multipliant par le dénominateur commun des xi. Vous avez toujours un dénominateur assez grand qui va être multiple de tous les dénominateurs de tous les xi, puisqu'il y a un nombre fini, hein, ça c'est important, le mot fini ici. Donc on a un a tel que a est non nul, d'accord, parce que c'est un produit de tous les dénominateurs, et a fois xi appartient à z pour tout i, d'accord. Donc maintenant, ça veut dire que je vais multiplier cette relation par a pour obtenir une relation avec une combinaison z linéaire, cette fois-ci, égale 0. Maintenant qu'on a une relation z linéaire des ei qui est nulle, on sait que c'est une base, donc c'est libre. Ça veut dire que pour tout i, axi égale 0. Et comme a est non nul, ça fait que xi égale 0, quel que soit i, c'est ça qu'on voulait. Maintenant, c'est donc q libre. Maintenant, il faut montrer que c'est q générateur. Donc on prend x dans qn, et il va falloir montrer que x se décompose avec des coefficients dans q dans les ei. D'abord, x se décompose avec coefficient dans q dans la base des bi, évidemment, puisque on a la base canonique de Zn qui reste la base canonique de Qn. Pareil, on prend les xi, on multiplie par le produit, quitte à multiplier par le produit des dénominateurs de tous les xi, et on a ici un élément a qui va être non nul, et tel que axi appartient à z. Maintenant, cette relation, je la multiplie par a, ça va faire ax égale somme de i égale 1 à n de axi bi, et les axi sont maintenant des entiers. Et donc ça, c'est dans Zn. Voilà. Maintenant, on va se servir du fait que i, c'est une famille génératrice de Zn, et que les bi sont dans Zn. Donc bi s'écrivent comme combinaison z linéaire des ei. Et comme une combinaison linéaire d'une combinaison linéaire
est encore une combinaison linéaire, puisque Z est un anneau, ça va rester Z linéaire, et ben on va avoir que ce AX va être une combinaison Z linéaire de combinaison Z linéaire, donc une combinaison elle-même Z linéaire des EI. Donc somme de I égale 1 à K de alpha I EI. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à diviser par A, puisque je suis dans Q. X égale somme de I égale 1 à K, hein, d'accord, des alpha I sur A, parce que A est non nul, EI. Donc X s'écrit à coefficient dans Q dans la famille EI. Donc la famille est génératrice. Et donc c'est une base. Et comme toutes les bases ont même cardinal dans Qn, et ben ça veut dire que n est égal à k. Et voilà. Alors maintenant on attaque celui-ci, qui va nous permettre de regarder les bases comme des éléments des matrices, donc des outils de calcul. Et les z-bases seront vues non seulement comme des matrices, mais comme des éléments d'un groupe de matrices. Et ce groupe, c'est GLN de Z. Et GLN de Z, on a vu qu'on pouvait le caractériser, et on caractérisait les éléments avec le déterminant égal plus ou moins 1. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort pour comprendre toutes les bases de Zn. Voilà. Donc à une base, une Z-base, évidemment, on associe la matrice. Maintenant qu'on sait qu'elle a n éléments, d'accord, cette base, on associe la matrice dont les colonnes sont les éléments de la base dans la base canonique de Zn, d'accord. Donc on regarde les vecteurs, les EI comme des vecteurs colonnes, on en fait une matrice, elle est nn, d'accord, puisqu'on a même cardinal, donc c'est une matrice carrée, et on va montrer qu'elle est dans GLN de Z, et qu'on a une bijection ici entre l'ensemble des z-bases de Zn et GLN de Z. C'est quelque chose de puissant, autant de façon théorique parce qu'on a un groupe ici, que de façon pratique, parce qu'on a un outil de calcul. Ce sont des matrices. Voilà. Alors la remarque préliminaire, c'est toujours pareil, quand on travaille sur Z, il faut bien penser qu'on a un corps qui est pas loin de chez nous, c'est le corps Q, d'accord. On peut aller chercher R si on n'est pas à l'aise avec Q, mais tant qu'on ne fait pas de topologie, je ne vois pas trop l'intérêt. Et Q, c'est un corps, et là, on sait ce que c'est que cette matrice-là, des colonnes. Si on regarde ça comme Zn qui est plongé dans Qn, on sait que E1 jusqu'à En, ça va être une partie libre. On a vu que c'était une Z partie libre, donc une Q partie libre. Et donc, on a vu que, bien sûr, puisqu'il y a n éléments et que c'est une partie libre, c'est aussi une base de Qn. Ça, on l'a vu. Voilà. Donc, là, on a une application qui marche bien. C'est l'application qui, à une base de Qn, associe la matrice de passage de la base canonique de Qn vers cette base, d'accord, vers la base E. Et ça, on sait déjà que ça va être dans GLN de Q. Donc c'est déjà du travail de fait, d'accord, qui va nous aider. Alors si vous préférez travailler sur R, travaillez sur R, mais il n'y a pas tellement d'intérêt. Le tout, ici, on va chercher des propriétés de corps pour avoir des propriétés d'espace vectoriel, et ça nous suffit. Voilà. Donc on est en train de regarder l'application qui a une base de Qn associe la matrice de passage. Et donc ça va dans GLN de Q, et ça, on sait que c'est une bijection. Donc maintenant, juste le truc, c'est qu'il faut montrer que c'est une bijection vers GLN de Z, d'accord? C'est juste ça. Donc, ME, il faut montrer que c'est dans GLN de Z. Donc là, on se pose la question. Ben oui, parce que les EJ, quand on va aller regarder dans la base canonique de Zn des BI, ça s'écrit évidemment avec des coefficients dans Z, puisque les EJ sont tous dans Zn, donc les AIJ ici, les coefficients sont dans Z, donc la matrice ME est à coefficient dans Z. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Il faut montrer que ME-1, son inverse, dont on sait qu'elle existe dans GLN de Q, parce que c'est inversible dans Q, ça nous aide. ME-1, on sait que c'est la matrice de passage
de la base de la cubase E vers la cubase B. Ok. Donc ça veut dire que ce sont les vecteurs de B, donc de la base canonique, dans la base E en colonne. D'accord ? Mais étant donné que ceci, E, est une base de Zn, tous les vecteurs de Zn s'écrivent comme Z combinaison linéaire des EI, et donc en particulier BJ s'écrit somme de J égale 1 à N de A'Ij EI, avec les A'Ij évidemment dans Z, parce qu'on a une Z base ici. Donc ça veut dire que ME-1 est à coefficient dans Z, et c'est ce qui suffit pour montrer que ME est dans GLN de Z. Voilà. Donc maintenant, il faut montrer que c'est injectif et surjectif. Mais injectif, c'est déjà injectif. D'accord ? Parce que ça l'était déjà dans QN. Donc ça reste l'injectivité. Cette application, c'est juste une restriction d'une application bijective à, ici, l'ensemble des bases, des Z bases. D'accord ? Au départ, on part des Q bases, et là, on se restreint à l'ensemble des Z bases. Donc ça reste injectif, donc il n'y a pas de problème. La surjectivité, bon, oui, parce qu'il faut partir de M appartient, parce que ça c'est surjectif là-dessus, mais maintenant, il faut partir de M dans GLN de Z, et il faut prendre E, tel que, donc E, la Q base, a priori, tel que M, c'est la matrice de passage de B vers E, donc ça, en tant que Q base, ça existe, mais, vu que M est à coefficient dans Z, EJ, tous les EJ de cette Q base sont dans Zn. A priori, ils sont dans Qn, mais comme M est à coefficient dans Z, c'est dans Zn. Comme c'est une partie libre, puisque c'est une Q base, c'est une partie libre sur Q, forcément c'est une partie libre sur Z. Donc ça pose pas de problème, d'accord ? Parce qu'il faut montrer que c'est maintenant que c'est une Z base. Ici, on veut que ce soit une Z base. Donc c'est déjà une partie libre. Et pourquoi c'est générateur ? Parce que si je pose M-1 égale A'Ij, je sais que comme M est dans GLN de Z, M-1 est au moins dans Mn de Z, d'accord ? Et donc M-1, c'est la matrice de passage de E vers B, c'est-à-dire que c'est B dans la base EI, c'est B qui s'écrit dans la Q base EI, ici, et donc ça veut dire que BJ s'écrit comme Z combinaison, parce que c'est ce Z-là, comme Z combinaison des EI. Donc, comme tout vecteur de Zn s'écrit comme Z combinaison des BI, et que les BI s'écrit comme Z combinaison des EI, tout vecteur va s'écrire comme Z combinaison des EI, et ça veut dire que c'est générateur. Donc, on a bien trouvé une Z base ici, qui est l'antécédent de M. Donc c'est surjectif et c'est terminé. Voilà. Alors, là, tout de suite, une application pour n égale 2. Soit AB, d'accord, un vecteur de Z2, un vecteur, si vous voulez l'appeler un vecteur. En théorie, c'est pas un vecteur, c'est pas un espace vectoriel. Donc bon, un couple, ouais, de Z2, donc A et B sont des entiers, et il faut montrer que ça se complète en une Z base, si et seulement si A et B sont premiers entre eux. Voilà, essayez de le faire. Prenez votre temps et utilisez évidemment ce qu'on vient de voir sur la caractérisation des Z-bases par le groupe GLN de Z. Alors, on y va. On va montrer dans ce sens-là, là, comme ça. C'est assez rigolo. Si A et B sont premiers entre eux, on a Bezout qui nous dit qu'il va exister deux entiers U et V tels que UA plus VB égale 1. Donc c'est l'identité de Bezout. Et donc, ça veut dire que le déterminant, ça je l'écris de façon déterminantale, AB moins VU est égal à 1. Mais est égal à 1, on a vu que ça a entraîné que la matrice AB moins VU, puisque 1 est inversible dans Z, moins VU, c'est dans GL2 de Z. Voilà. Mais ça, on a vu que comme c'est dans GL2 de Z, ça veut dire que AB
et moins VU est une Z base de Z2. Hein. Voilà, d'accord? Donc c'est bon, on a complété AB en une base. Maintenant, on va faire l'implication directe par la contraposée. On va supposer ici que ce n'est pas premier entre eux et on va montrer que ça ne se complète pas en une Z base. Donc si ce n'est pas premier entre eux, c'est qu'on a un D non inversible qui divise A et B, on va dire. C'est-à-dire que A est égal à DA' et B est égal à DB' avec D différent de 1 et moins 1. Maintenant que je prends un vecteur quelconque alpha bêta de Z2, d'accord, et ben, je vois que le déterminant de AB alpha bêta, par linéarité, multilinéarité du déterminant, je peux mettre D ici en facteur, et j'ai D facteur d'un élément de Z, hein. Tout ça c'est dans Z, A', B' sont dans Z, alpha, bêta sont dans Z, donc le déterminant là il est dans Z. Donc ça ne pourra jamais être égal à 1, ni moins 1, d'accord, parce que D divise ce déterminant. Donc ça veut dire que, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, que AB ne peut pas se compléter en une base. Vous voyez le côté vraiment pratique, hein, du déterminant et de la vision matricielle, hein, des bases. Voilà. Voilà, avec cet exercice, autant on avait montré que deux bases d'un sous-groupe de Zn ont même cardinal, autant là, on va pouvoir montrer l'existence de Z base. Vous voyez qu'on suit finalement un peu pas à pas la suite de résultats qu'on avait obtenus dans les espaces vectoriels de dimension finie. Bon, alors voilà la preuve. Hein. On va considérer P, donc soit lambda, un sous-groupe de Zn pour plus. On considère P, l'application qui a de Zn dans Z, hein, qui a au nuplet x1 jusqu'à xn associe la première coordonnée x1, qui est évidemment un morphisme de groupe, d'accord, pour l'addition. Donc il faut montrer d'abord que P de lambda est de la forme AZ, pour un A, d'accord, dans Z. On va considérer alors U1 dans lambda, tel que P de U1 égale A, puisque A est atteint manifestement. Donc il faut montrer que pour tout U de lambda, U se décompose de manière unique en un ZU1, Z dans Z, plus V, avec V dans quart de P. Voilà. Donc ça, de façon unique. Et maintenant, par récurrence, on va montrer que lambda possède une Z base. Voilà. Donc quand je dis on, c'est vous, là, maintenant. Essayez-vous à ce petit exercice qui correspondait exactement à ce qui était dans la grecque, tout ce qu'on fait, hein. On suit un peu la grecque 2012. Alors, l'heure est grave, amis lyonnais, et où que vous soyez. Parce que dans l'exercice, j'ai oublié de dire que la décomposition est unique si A est différent de 0. Voilà, donc ça vous laisse une seconde chance. Alors, on commence. Faut montrer que P de lambda égale AZ. Mais ça, c'est direct. Comme P est un morphisme de groupe, ce qui est même pas approuvé, P de lambda, c'est un sous-groupe de Z, évidemment. Et comme les sous-groupes de Z sont de la forme AZ, c'est terminé. Donc on peut prendre un U1 comme ceci, ça c'est évident. Et maintenant, deuxièmement, alors ça c'est important de savoir le faire, hein, l'unicité, l'existence, hein, comme ça, en faisant de l'analyse synthèse. Hein. Donc l'unicité, c'est souvent lié à l'analyse et la synthèse à l'existence. Hein. Je prends U quelconque, P de U, il est dans Z, mais plus particulièrement, puisque j'ai pris U dans lambda, il est, P de U est de la forme A fois Z, d'accord, avec un Z entier. Alors maintenant, je vais calculer P de U moins ZU1, avec le U1 que j'ai construit ici, et comme P est un morphisme, ça fait P de U moins Z P de U1, et donc ça fait AZ, d'accord, P de U1 par définition c'est A, donc moins ZA,
donc ça fait 0. Voilà. Donc on a bien U égale Z U1, voilà, plus V, avec V égale évidemment U moins Z U1, mais ça c'est l'enquête de P. D'où l'existence de la décomposition. Maintenant, c'est l'analyse du problème qui va vous donner cette unicité, et quand vous analysez, qu'est-ce que vous voyez? U égale Z U1 plus V, on part du résultat, hein, c'est ça l'analyse, et on applique P à cette identité, et on applique le fait que P est Z linéaire, donc ça fait PU égale forcément ZA, puisque ça va faire 0, Z il va sortir, P de U1 ça fait A, donc ça fait P de U forcément qui est égal à ZA. C'est là, my bad, qu'on utilise l'hypothèse A différent de 0, ça veut dire que A finalement, il est non nul, il divise P de U, hein, qui est l'entier P de U, et donc Z est l'entier A-1 P de U. D'accord? Et Z finalement est unique. À partir du moment où Z est unique, et que U est fixé, U1 est fixé, V, il n'a plus qu'à suivre le mouvement, et il est unique aussi. Donc on a bien l'unicité, mais si A est différent de 0, on peut parfaitement imaginer que si A est égal à 0, alors des Z, il y en a plein possibles, évidemment. Voilà. Bon, alors bien savoir faire, dans le cadre d'une épreuve d'écrit, ce genre de récurrence, initialisation, voilà, et hérédité. Donc vous mettez bien ce que vous voulez prouver par récurrence, et ce qu'on veut prouver par récurrence, c'est d'abord sur n, et lambda, qui est un sous-groupe de Zn, possède une Z-base. Voilà, vous mettez bien ce que vous voulez prouver par récurrence. L'initialisation, on va initialiser quand même pour n égale 1, lambda inclus dans Z, ça implique que lambda, comme c'est un sous-groupe de Z, il est de la forme AZ. Donc si A est différent de 0, vous l'avez, votre base, c'est juste A, puisque c'est générateur. Tous les éléments de lambda vont s'écrire de la forme A fois petit z avec petit z dans Z, et c'est libre, puisque A est différent de 0. Voilà. Maintenant, si A égale 0, vous pouvez dire que c'est l'ensemble vide, c'est une convention bourbakiste un peu, l'ensemble vide, c'est la Z-base. Voilà, maintenant l'hérédité, donc on va supposer qu'il existe une base pour tous les sous-groupes lambda de ZK, pour K strictement inférieur à N. Et maintenant, on y va. Alors on a vu que dans cette histoire, il y avait deux cas, soit A égale 0, soit A différent de 0. Et on va commencer par le cas A égale 0. Ça nous fait que, puisque A est égal à 0, ça veut dire que P de lambda est égal à 0, donc lambda est inclus dans ker de P. Mais si vous regardez qu'est-ce que c'est que ker de P, comme P c'est la première projection, ker de P, ce sont tous les éléments de Zn qui ont la première coordonnée nulle, donc c'est de la forme 0, produit cartésien avec Zn-1. Mais ça, c'est isomorphe comme groupe à Zn-1. Voilà, donc ça, c'est vraiment moralement Zn-1. Donc, ker de P, lambda peut être vu, au moins par isomorphisme, comme un sous-groupe de Zn-1. Donc, par récurrence, il possède une Z-base. Donc maintenant, on va regarder le cas A différent de 0. Mais maintenant, d'après ce qu'on a vu ici, lambda inter-ker de P, ça va être un sous-groupe, mais de ker de P qui est isomorphe à Zn-1, donc lui possède une Z-base. Et on va dire que lambda inter-ker de P possède une Z-base U2, UK. Alors, peut-être vous pouvez être gêné par le fait que c'est des isomorphismes ici, mais vous pouvez imaginer l'image de lambda inter-ker de P dans Zn-1 ici, en tirer, d'après la récurrence, une Z-base, et ensuite revenir, d'accord, c'est l'isomorphisme, et vous rapatriez cette Z-base, et vous la récupérez ici. Voilà. Donc, maintenant, on va utiliser le résultat puisqu'on a A différent de 0. On a une unicité de la décomposition de U en Z1, donc je l'appelais Z1 ici, ça m'arrange, Z1 U1 plus V, avec V, alors attention, qui est dans ker de P, d'accord, mais vous remarquerez que V est aussi dans lambda. Pourquoi? Parce que U est dans lambda,
U1 est dans lambda, Z1 U1 est forcément dans lambda, et donc du coup, V est dans lambda. Donc V est bien dans lambda interquart de P, ce qui va faire que V va se décomposer ici de façon unique. Donc on a unicité de la décomposition de U en Z1 U1 plus V, plus l'unicité de cette décomposition, et ben, ça nous fait une unicité de la décomposition, et on va récupérer une Z base de lambda U1, U2 jusqu'à UK. Hein. On a bien l'existence et l'unicité à la fois, d'accord, de la décomposition comme Z combinaison de cette famille des UI. Voilà, on a montré, hein, on y arrive, hein, on reconstruit notre petite maison. À partir de ce qu'on peut, en s'aidant principalement des résultats pour Q et d'un petit peu de bricole. Ici, c'est l'utilisation des morphismes. Ça, c'est assez classique. Hein. Faut bien photographier ce genre de méthode parce que c'est assez classique. Voilà. Alors, maintenant, ça y est, on peut commencer à sentir la base incomplète dans le cadre de ces sous-groupes de Zn, qu'on appelle des réseaux hein, de Zn. Bon, alors c'est un début de base incomplète. Hein. Bon, alors déjà c'est incomplet, alors c'est vraiment que c'est une base, c'est la base, hein. Et un début de base incomplète, c'est pas grand-chose, mais c'est un début. Voilà, mais de base incomplète. Alors, on y va. Soit lambda, un sous-groupe de Zn. On va dire que U dans lambda est non divisible dans lambda, si U est non nul, ouais. Et si U, à partir du moment où il s'écrit, il est multiple d'un certain V dans lambda, il est Z multiple de V et V dans lambda, alors ça ne peut être possible que si V égale plus ou moins U, c'est-à-dire T est inversible. Hein. Alors, on y va, regardez ce qui se passe. D'abord, si U1, UK est une Z base de lambda, alors les UI sont non divisibles. Voilà. Voilà. Et maintenant, on veut montrer que réciproquement, si U est non divisible, dans lambda, il se complète en une Z base de lambda. Voilà en gros. Alors, il y a une indication. Hein, on se ramène au cas où lambda égale ZK. Bah oui, grâce au théorème d'existence d'une base. Si U est égal à R1 jusqu'à RK, hein, U dans ZK maintenant, on s'est ramené à ça, on montre qu'il existe S1 jusqu'à SK tel que la somme des SI RI est égale à 1, et maintenant on considère phi, l'application qui va de ZK dans Z, ça va être un morphisme de groupe, hein, à XI, au quadruplé XI, ça associe la somme des SI XI. Voilà. Donc maintenant, allez-y. Alors déjà la question 1, d'accord? Alors, on veut montrer que si U1 jusqu'à UK est une Z base de lambda, alors les UI sont non divisibles. Donc on va fixer une Z base déjà E1 jusqu'à EK de lambda, puisqu'on sait que ça existe maintenant, et ça a même cardinal, donc il y en a bien 4 ici. Et maintenant, les EI, bah, grâce à une Z base, on identifie lambda au groupe Z puissance K. D'accord ? Donc on a un isomorphisme de groupe ici. Et maintenant, dans ZK, bah, ce que deviennent ces EI, ça devient la base canonique ici, hein, par définition. Maintenant, je vais prendre U1 jusqu'à UK, ici. D'accord ? C'est une Z base de lambda. Et bon, c'est indolore de la passer, de la voir comme une Z base de ZK, maintenant, puisqu'on a un isomorphisme. Et le fait que montrer que les UI sont non divisibles là-dedans, ça revient à dire que les UI sont non divisibles là-dedans, hein, puisque comme on passe par un isomorphisme de groupe, ça va rester vrai. Donc, maintenant qu'on est dans ZK, je vais pouvoir considérer la base que j'appelle encore U1 UK par abus de langage,
M égale, je vais regarder, la matrice M, c'est cette base-là, d'accord, U1, UK, en colonne, dans la base canonique de ZK, d'accord. Et on a vu que M était dans GLK de Z. Donc maintenant, je sais que son déterminant, c'est plus ou moins 1, mais son déterminant, c'est le déterminant des UI en colonne. Et maintenant, si je suppose que UI, pour un I donné, est égal à TI VI, alors ce déterminant, par multilinéarité du déterminant, je peux sortir TI, donc je sors TI du déterminant, et il va rester à la place de UI, ici il va rester VI. Donc ça reste dans cette cas, et donc ça veut dire que TI divise plus ou moins 1, donc TI égale plus ou moins 1, d'accord? Et on a pris I quelconque. Voilà, maintenant on va attaquer le 2 qui est peut-être un petit peu plus impliqué. Donc voilà pour le 2 maintenant. Donc effectivement, comme lambda est un sous-groupe de Zn, il possède une base à k éléments. Cette base va faire que lambda est isomorphe à zk, en donnant les coordonnées dans cette base. Et maintenant, le fait de prendre U dans lambda et de trouver une base qui complète U, cela revient à regarder l'image de U ici, et qui se prolonge en une base de ZK. Donc on peut effectivement se ramener au cas où lambda égale ZK. C'est-à-dire que ce problème, il est invariant par isomorphisme, en quelque sorte, de groupe. Donc maintenant, je suis là-dedans. Donc je vais prendre U. U, il est de la forme R1 jusqu'à RK. Et je vais interpréter le fait qu'il est non divisible. Il est non divisible, ça veut dire, là maintenant, là-dedans, ça devient beaucoup plus simple à voir, c'est qu'on ne peut pas diviser par un T non inversible ici, ce qui veut dire que les RI sont forcément de PGCD égale à 1. D'accord? Donc le PGCD global des RI est égal à 1. D'accord? Sinon, on pourrait diviser et on aurait un élément dans ZK. Alors, je vais appliquer Bezout. Donc ici, j'ai que la somme des SI-RI pour une famille SI, I de 1 à K, est égale à 1. Ça, c'est l'identité de Bezout. Donc on a ça. Maintenant, je vais considérer ce morphisme, d'accord, qui va de ZK dans Z et qui, aux coordonnées x1 jusqu'à xk, ça associe SI, la somme des SI XI. Bon, donc maintenant, je vais essayer de trouver une base de ZK qui commence par U. Bon, alors je prends W dans ZK, je regarde phi de W, je l'appelle petit z, il est dans Z, d'accord? Et maintenant, comme d'habitude, je montre que W est égal à ZU plus V avec V dans ker de phi, puisque W moins ZU, c'est très facile de vérifier qu'il est dans ker de phi. Mais ker de phi est un sous-groupe de ZK, donc il possède une base, d'accord? Je montre aussi que j'ai l'unicité de cette décomposition, vous remarquerez, d'accord? Donc maintenant, W va s'écrire de façon unique, d'accord? Dans la base U et concaténée avec la base ici de Kerphi, U2 jusqu'à UK. Pour l'instant, je ne sais pas encore que ça va aller jusqu'à K, d'accord? Mais on peut l'anticiper facilement. Et donc U2 jusqu'à UK, par existence et unicité de la décomposition, est bien une base de ZK. D'accord? Donc c'est comme dans l'exercice précédent, c'est pour ça que je suis allé un peu plus vite. Et du coup, comme c'est une base aussi, elle possède K éléments, puisqu'il y a déjà la base canonique qui a K éléments, et toutes les bases ont même nombre d'éléments, ça on l'a démontré, donc c'est bien K qu'on a ici. Donc ça donne un début de base incomplète qu'on va essayer de réinterpréter d'une autre manière pour pouvoir énoncer des propriétés plus générales. Voilà, on va revenir sur ce théorème de la base incomplète, d'accord, qui a besoin de rafraîchissement pour pouvoir être généralisé. Regardez, on prend donc lambda, un sous-groupe de Zn, des UI dans lambda, de 1 à k, et U1 jusqu'à UK.
On a vu que si U1 jusqu'à UK se complètent en une Z base de lambda, alors les UI sont non divisibles. Hein. Je rappelle que non divisible, ça veut dire que dans lambda, ça veut dire que si on trouve un TI VI qui est égal à UI, avec VI dans lambda et TI dans Z, bah, c'est que forcément TI est égal à plus ou moins 1, d'accord? Bien, on a vu que pour K égale 1, d'accord, si on a un seul élément, alors on a la réciproque. Donc U1 non divisible dans lambda, alors U1 va se compléter en une Z base. Mais pour K supérieur à 2, il se trouve que la réciproque est fausse. Maintenant, on a un outil hein, pour voir si ça se complète en une base. Et regardez le contre-exemple. On va prendre deux éléments, 1, 1 et moins 1, 1. Bon, on va mettre un 0 pour le côté complète, parce que voilà. Ils sont non divisibles l'un et l'autre, mais dans Z3, ils ne se complètent pas en une base, parce que si je mets x, y, z ici, eh bien, avec x, y, z entier, donc je regarde une z base de Z3, eh bien, je vois bien que le déterminant, ici, ça va faire 2z. Hein, un petit calcul facile va me montrer que ça fait 2z, et 2z, ça fera jamais plus ou moins 1. Hein. Donc du coup, bah, ces trois vecteurs ne formeront jamais une base. Or, il faut trois vecteurs exactement pour former une base de Z3, ça on l'a vu, donc c'est pas possible. On aurait pu aussi hein, le faire dans Z2 et puis dire que ça se complète pas en une base, juste un 1 et moins un 1. Mais disons que là, c'est peut-être un petit peu plus spectaculaire dans le sens ne se complète pas vraiment. Voilà. Donc il va falloir trouver une autre façon de le dire pour k égale 1 pour que cela se généralise. Là, le côté non divisible, ça ne marche pas, c'est un peu naïf. Hein. Donc on va le dire autrement. Alors pour faire cette généralisation, on va avoir besoin d'une définition. On va parler de groupe sans torsion. Donc on va prendre un groupe G. Là, exceptionnellement, on va le noter multiplicativement. Il va être dit sans torsion si quand x puissance k est égal à e, avec bien sûr k différent de 0, et x dans G, bien sûr, alors x forcément est égal à e. Donc, voilà, il n'y a pas de torsion, on peut pas, torsion dans le sens, on peut pas, quand on prend les puissances de x, comme ça, revenir, hein, c'est l'image de cette torsion, on revient sur l'élément neutre. Hein, donc, par exemple, z, ben, il est sans torsion, Zn est sans torsion, hein, par exemple, hein. Vous prenez x dans Zn, alors attention, là, Zn, il est noté additivement, donc la torsion, il va falloir prendre kx, ça devient kx égale 0, le nuplet 0, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, et comme k est différent de 0, ben, ça fait évidemment x égale 0. Donc Zn est sans torsion, Z évidemment est sans torsion, ben, E est sans torsion, évidemment, puisqu'il n'y a que E, donc E, on peut imaginer qu'il est sans torsion. D'accord? Voilà. Et bien, regardons ce que ça donne déjà pour Z. Les bases de Z, vous vous rappelez, c'est 1 et moins 1. C'est les seuls. Et regardez le rapport qu'il peut y avoir avec la notion de torsion. Ben, Z sur AZ, il est sans torsion quand ben, pour A égale 0, évidemment, parce que là, pour A égale 0, ça fait Z. Pour A égale 1, parce que ça fait 0. C'est trivial. Pour A égale moins 1 aussi, c'est trivial. Mais si vous regardez Z sur 2Z, bah, vous allez avoir un élément de torsion. Vous allez avoir 1 qui va avoir une 2 torsion ici. D'accord? Et à chaque fois que vous prenez A différent de 1, 0 et moins 1, vous allez voir que vous aurez le générateur 1 bah, qui va évidemment avoir de la torsion. Déjà, ça a éliminé pas mal de choses. Mais il y a encore 0. Donc on va rajouter libre. Bah, si A est libre et Z sur AZ est sans torsion, alors on est bien tombé sur 1 et moins 1 et on a une base. Donc en fait, ça commence à être un bon outil qui va se généraliser, cette notion de torsion plutôt que de divisibilité où ça marche pas. Voilà. Donc maintenant, voilà la proposition. Soit lambda, un sous-groupe de Zn, U dans lambda, non nul, c'est-à-dire libre. En fait, c'est comme ça que ça va se généraliser, c'est d'être libre. D'accord? Alors,
les propositions, les conditions suivantes sont équivalentes. U est non divisible dans lambda, U se complète en une base de lambda, et lambda sur U est sans torsion. Alors, on a vu que 1 et 2 étaient équivalentes. On va montrer que 2 implique 3, et ensuite on va montrer que 3 implique 1. Comme ça, on aura des équivalences partout. Allons-y. 2 implique 3. Donc on va dire U égale U1, hein, d'accord? Ce sera plus harmonieux pour la suite. Alors, donc U1 va se compléter en une base de lambda. Donc on va avoir cette base U1, U2 jusqu'à UK, une base de lambda. Très bien. Maintenant, j'affirme que lambda prime, qui est égal au sous-groupe engendré par U2, UK, donc bien sûr, comme il est engendré par U2, UK, il a pour Z base U2, UK, et comme il a pour Z base U2, UK, puisque c'est une partie libre, hein, forcément, et génératrice de lambda prime, c'est une Z base, et ben, donc il est isomorphe à Z puissance K-1. Okay, donc, ce sous-groupe, j'affirme qu'il est isomorphe au quotient lambda sur U. Donc, je vais exhiber l'isomorphisme. Bah, c'est juste X donne X bar. C'est-à-dire, si on veut, la restriction de la surjection canonique, hein, qui normalement est de lambda vers lambda sur U, sa restriction à lambda prime. D'accord ? Donc X, c'est juste donne X bar. Alors, pourquoi c'est un isomorphisme là? Bah, parce que le noyau, qu'est-ce que c'est que le noyau? Bah, ça va être, bon, ici c'est U1, hein, vous avez compris. Le noyau, bah, c'est l'intersection, comme c'est une restriction, c'est l'intersection du noyau de la surjection canonique avec lambda prime. Donc là, le noyau de la surjection canonique, c'est U1, donc c'est U1 inter lambda prime ici. Mais là, comme ici, on a une partie libre, bah forcément, ça c'est 0. D'accord? Donc le noyau, c'est 0. Et l'image, bah, j'affirme que l'image, c'est lambda sur U1. Bah, c'est parce que si on part d'un élément ici de lambda sur U1, il est de la forme X bar, avec X dans lambda. Mais X dans lambda, comme on a une partie génératrice, il s'écrit sous la forme x1 u1 plus x2 u2, etc. plus xk uk. Comme c'est un bar, bon bah maintenant je vais pouvoir mettre des barres, distribuer mes barres, et ici c'est 0, puisque on est dans le quotient. Et donc j'ai ça, et donc je peux le relever en un élément de lambda prime, c'est cet élément-là. Voilà. Donc j'ai gagné, hein, d'accord? U se complète en une base, bah, lambda sur U est sans torsion, puisque lambda sur U1 est isomorphe à lambda prime, et lambda prime, c'est zk-1, d'accord? C'est isomorphe à zk-1, donc lui est isomorphe à un groupe qui est sans torsion, donc il est lui-même sans torsion. C'est évidemment, la notion d'être sans torsion est un invariant par isomorphisme. Hein, voilà. Maintenant, on va attaquer 3 implique 1. Alors, montrons que 3 entraîne 1. Et ce sera fini, hein, parce qu'on avait vu que ça, c'était équivalent. Alors, on suppose que lambda sur U est sans torsion, et il faut montrer que U est non divisible dans lambda. Bon. Donc, on prend V dans lambda. On suppose que T fois V est égal à U, avec T dans Z. Et il va falloir montrer que T est égal à 1 ou moins 1. Comme ça, on aura que U est non divisible dans lambda. Donc, allons-y. Alors, maintenant, on prend T, V, le tout bar, bah, dans lambda sur U. Donc, on regarde dans le quotient, hein, l'image par morphisme canonique. Et ben, ici, on va avoir forcément U bar. Et U bar, là-dedans, bah, forcément, c'est 0. Hein, c'est fait pour ça. Hein, c'est un quotient T, c'est tué. Hein. Voilà, donc rendre nul, quoi, en quelque sorte. Donc ici, vous avez T V bar égale 0. D'accord? Donc maintenant, T, on a dit qu'il était différent de 0. Hein, sinon, U serait égal à 0.
Donc, maintenant, comme lambda sur U est sans torsion, on est dans lambda sur U, il n'y a pas de torsion, donc on peut éliminer le T, par définition, d'être sans torsion. Ça veut dire que V bar est égal à 0 bar. Puisque V bar est égal à 0 bar, ça veut dire que V est là-dedans, dans ce sous-groupe. Donc ça veut dire qu'il est de la forme SU pour un S entier. D'accord ? Donc V est égal à SU. Maintenant, je reprends cette égalité et j'écris V égale SU dans cette égalité. Ça fait TSU égale U. Mais je rappelle encore une fois que U est différent de 0. Donc maintenant, comme on est dans Zn, TSU est égal à U. Ça implique que TS est égal à 1. Puisque on peut regarder ça sur chaque coordonnée, en tout cas pour les coordonnées non nulles de U, et bien ça marche. Donc ça fait TS égale 1, donc avec TS entier, donc ça fait T égale plus ou moins 1, et on a montré que U était dit. Voilà, on va voir ce théorème de la base incomplète, cette fois-ci dans Zn, d'accord? Et finalement, le théorème de la base incomplète va nous dire qu'un sous-groupe possède ou non un supplémentaire dans Zn. On va le dire comme ça, soit lambda un sous-groupe de Zn, on choisit une base U1, UK de lambda. Alors U1, UK se complète en une base de Zn, si et seulement si le groupe quotient Zn sur lambda, évidemment, il y a une structure de groupe, on en abélien, Zn sur lambda est sans torsion. Voilà. Et donc, ça revient à dire que lambda possède un supplémentaire. Voilà, donc il faut partir, alors ça peut se dire aussi comme ça, on prend une partie libre, quelconque, on oublie lambda, on prend une partie libre quelconque, elle se complète en une base, si et seulement si, Zn quotienté par le sous-groupe engendré par cette partie libre est sans torsion. Voilà, bon, on ne le démontrera pas, voilà, mais au moins c'est dit, pour avoir une petite idée de comment les choses se généralisent. Donc maintenant, et si il y a de la torsion? Tiens. Alors là, on a un théorème pour ça qui s'appelle le théorème de la base adaptée, qu'on ne démontrera pas, et qui dit que si lambda est un sous-groupe de Zn, alors on peut trouver une base, mais de Zn, d'accord, E1 jusqu'à En, forcément il y en a n, et des éléments qu'on va appeler AI, des éléments de Z, tels que A1E1 jusqu'à ANEN engendrent lambda. Alors évidemment, il va y en avoir, si lambda est de rang k, ou de dimension, entre parenthèses k, il va y en avoir n-k qui vont être nuls là-dedans. Et la base ici, ce qu'on appelle la base adaptée, n'est pas unique. En revanche, il y a une petite condition de divisibilité, pour ceux qui connaissent par exemple le théorème de structure, vous voyez que ça ressemble beaucoup, une condition de divisibilité qui va vous donner une unicité des AI qui vont devenir ce qu'on appelle les facteurs invariants. Vous voyez que si n égale 1, les sous-groupes, on retrouve le A1, E1, d'accord? Donc la seule base possible de Z, c'est 1, d'accord? Moins 1, c'est pareil, 1. Et donc on va avoir juste A fois 1. Donc on retrouve que Z est principal comme anneau. Et en fait, le théorème de la base adaptée, son plus grand champ, où elle est vraie, c'est quand on prend ce qu'on appelle des modules sur les anneaux principaux. D'ailleurs, vous voyez que ça ne peut pas aller plus loin, puisque là, ça impose que Z est principal. Voilà. Et du coup, comme anneau principal, qu'est-ce qu'on a? K de X. Et en fait, les K de X modules de type fini, on peut les voir en lien avec la réduction. Et là, on trouve ce qu'on appelle les polynômes invariants de similitude, dont on a déjà parlé dans une autre situation. Voilà, ça c'est des choses très très jolies, mais on restera juste sur la berge et on regardera passer tout ça de loin, pour l'instant. Et vlan. Madame la Présidente, je vous remercie.